Alors, non seulement, comme l'a souligné Alain Madelin, le monde semble à la croisée des chemins d'un point de vue géopolitique et militaire, ce dont nous discutons tous les jours sur LCI, mais Donald Trump, qui présente son pays comme victime depuis des années, escroqué, abusé par des alliés comme des ennemis, c'est lui qui le dit, ce n'est pas moi, souhaite aussi ériger un nouvel ordre commercial mondial. Il engage donc son pays vers un modèle de forteresse, comme si nous vivions tous dans des économies isolées. Et cette attitude, bien sûr, a des conséquences. Par exemple, l'Allemagne qui, depuis des décennies, a stocké une partie de ses réserves en lingots d'or aux États-Unis. Donc, les secondes plus grandes réserves de la planète, après les États-Unis, sont aux États-Unis, de l'Allemagne, et l'Allemagne réfléchirait aujourd'hui à les retirer. Voici ce qu'a dit un député européen de la CDU, Markus Ferber, à ce propos, dans un article. « J'exige des contrôles réguliers des réserves d'or de l'Allemagne. Des représentants officiels de la Bundesbank doivent, attention, personnellement, compter les lingots, c'est-à-dire aller sur place et compter les lingots et documenter leurs résultats. » Alain Madelin, je vous vois sourire. Donc cet homme s'est rendu personnellement aux États-Unis inspecter les réserves et depuis il fait du lobbying justement pour que les officiels allemands le fassent régulièrement. Mais cette demande a été rejetée. Mais qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'il y a une méfiance des Allemands maintenant par rapport à la banque américaine? Vous savez, Alice en Pays des Merveilles, à un moment donné, on passe de l'autre côté du miroir. Oui. Et là, les choses ne veulent plus rien dire. Je crois que nous sommes passés... Nous sommes de l'autre côté du miroir. De l'autre côté du miroir. L'agresseur devient l'agressé. Là, sur cette histoire de lingots d'or, c'est drôle parce que, en arrivant... Trump l'avait dit, et je crois que Musk aussi, hein, c'est ça. Oui, non, c'était Trump. Il voulait aller à Fort Knox vérifier. Si les démocrates nous ont pas volé de l'or... Alors... D'accord, d'accord. Oui, oui. Vous confirmez, Elisabeth? Je confirme, j'allais le dire. Justement, il y a un parallèle absolument inouï avec Trump et Musk qui avaient dit on va se rendre à Fort Knox parce qu'on ne sait pas, peut-être ils nous ont piqué de l'argent dans nos réserves, ce qui fait absolument ridicule, bien évidemment. Là, pour le coup, pour les Allemands, je pense qu'il y a aussi cette inquiétude qu'il y a une gel d'avoir étranger et qu'il y a une certaine instabilité américaine, mais c'est vrai que ça sonne cette menace de Trump. Les Allemands, je crois qu'ils ont 37% de leurs réserves d'or qui sont aux États-Unis. Hein. Oui. C'est quelque chose comme 1200 ou 1300 millions de tonnes Alors, d'or. je donne cette précision, effectivement. Nicolas Richoux, vous avez raison, c'est très intéressant. 30% des réserves en lingots d'or de l'Allemagne sont aux États-Unis. Et puis le reste, c'est pour moitié à Francfort et 13% à Londres. Et ils en ont rapatrié déjà entre 2013 et 2020 un certain nombre, la moitié de ça à peu près. J'avais noté 674 millions, 674 tonnes. Ah, vous voulez dire, Sylvie Berman, que ils font plus confiance à la France, ils ont rapatrié les lingots d'or qui étaient en France? Non, en fait, il y avait une demande de certains politiciens allemands, effectivement, de rapatrier la totalité de l'or en Allemagne. Et ils ont commencé par la France et ça a été complètement réalisé en 2020. Oui, d'accord. Donc, Alain Madelin, au-delà du sourire, est-ce que rapatrier les lingots d'or allemands en Europe, c'est une nécessité? Non, mais il y a une véritable inquiétude à avoir sur la question monétaire. Expliquez-nous. Alors, premier étage de la fusée, je m'attraque avec les droits de douane. Mais ceci cache un deuxième étage de la fusée. Deuxième étage de la fusée, c'est ses conseillers économiques les plus proches qui l'ont écrit et qui le revendiquent toujours aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est pas très bien parce que depuis très longtemps, le dollar est trop fort. On réussirait à exporter davantage si le dollar était plus faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a un problème monétaire aux États-Unis. Le monde, lorsqu'il augmente sa croissance d'une année sur l'autre, il a besoin de davantage de monnaie. La monnaie de référence, celle qui s'échange, celle qui est une réserve de valeur, celle qui est une unité de compte, c'est le dollar. Le dollar, bien sûr. Donc chaque année, le monde a besoin de davantage de dollars. Comment fait-on? Alors autrefois, c'était effectivement les exportations, la balance du commerce qui dégageait des surplus, et puis ces surplus finançaient tant bien que mal la croissance. Oui. Depuis les années 2000, la croissance avec la mondialisation et avec le libre-échange a explosé. Ça a été formidable, des tas de pays pauvres sont devenus riches, il y a une croissance extraordinaire. Et là, pour financer cette croissance, on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui s'étaient mis en place d'un système bancaire parallèle, on l'a appelé souvent autrefois le shadow banking, mais qui est un système bancaire parallèle, qui émet des créances, je vais être
j'essaie de pas être trop compliqué, mais qui émet des créances. Chaque fois que vous émettez une créance, vous la libellez en dollars. Ce qui fait que 2/3 des dollars qui circulent dans le monde sont des dollars émis par ce système de banque libre, en quelque sorte, pourrait-on dire. Et ce système de banque libre, pour fonctionner, il a besoin de garanties. Et c'est lui qui achète en permanence des bons du Trésor américain, et de préférence des T-bills. Ce qui fait qu'il y a une pression toujours à la hausse sur le dollar, puisqu'il n'y a pas assez de monnaie, il n'y a pas assez de dollars dans le monde, une pression à la hausse éventuellement, ou une demande de bons du Trésor extraordinairement forte sur les États-Unis, ce qui fait que, au bout du compte, en réalité, on leur vend des produits, mais on leur achète en réalité indirectement leurs obligations. Ce qui fait qu'il y a un privilège exorbitant du Trésor. Les Américains, juste un mot, les Américains ont décidé que ça serait terminé. Ils ont inventé un terme, les accords de Mar-a-Lago, qui devraient... de Mar-a-Lago, tiens donc. Ah oui, pour flatter le patron, c'est toujours, ça marche toujours. Qui aurait lieu donc à Mar-a-Lago, où viendraient les représentants de tous les pays, reviendraient toutes les banques centrales et on leur dirait maintenant, mesdames, messieurs, il faut que vous baissiez le dollar, comme on l'avait fait dans l'accord du Plaza en 1985, ça n'avait pas très bien marché, mais c'est aujourd'hui totalement irréaliste. Ils ne comprennent pas non plus comment fonctionnent les marchés monétaires aujourd'hui. Et ce qui me fait dire qu'une catastrophe peut en cacher une autre. La catastrophe aujourd'hui des droits de douane peut cacher demain la catastrophe monétaire que je vous annonce. Oui, mais alors, juste, on peut quand même... Nicolas Richaud. Comme l'annoncent les conseillers de Trump. J'annonce le scénario qu'ils envisagent, je prédis que celui-ci sera une catastrophe. Bien sûr qu'il ne peut pas marcher. Mais il exige, bien évidemment, une soumission totale de tous ses alliés. Ce qui nous ramène à l'impérialisme, ce qui nous ramène, malgré tout, à la géopolitique. Alors, justement, des grandes banques... Oui, non, vous avez raison, la géopolitique, c'est pas nous qui allons dire le contraire, est à la source de beaucoup de choses. Donc, les grandes banques comme HSBC, Bank of America et Deutsche Bank estiment aujourd'hui à 40% la probabilité d'une récession mondiale d'ici fin 25. D'ici fin 25, c'est quand même très vite. Lucas Manget, on peut quand même se demander si dans tous les domaines, les pays européens ne sont pas en train de chercher à se rendre beaucoup plus indépendants des États-Unis. D'habitude, sur ce plateau, on parle de la défense du militaire, mais là, on se rend compte, avec cet exemple des lingots d'or, etc., et des tarifs douaniers, que commercialement aussi. Alors moi, j'ai aucune compétence économique ou financière, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a effectivement une convergence, si vous voulez, d'intérêts entre le militaire et la stratégie et l'économie. C'est-à-dire que cette double crise qui a lieu et qui a commencé évidemment avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais surtout cette scène de Zelensky dans le bureau ovale de la Maison-Blanche et l'humiliation de Zelensky par Trump et le vice-président américain, crée une sorte d'électrochoc qui est doublé un mois plus tard par ces annonces des droits de douane. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de double électrochoc qui fait que finalement, bien sûr que je suis d'accord avec vous, il vaut mieux prendre du temps. Et les Européens ont raison de dire on ne va pas réagir dans les 24 heures, on va réfléchir à quels sont les... On ne peut pas, sans doute. Mais en plus, politiquement, ils ont sans doute intérêt à dire et à ne pas faire comme la Chine qui a répondu dès le lendemain, on remet les mêmes taux, 34%. Donc à pas répliquer de façon symétrique. Mais au-delà des aspects économiques sur lesquels, encore une fois, je n'ai aucune compétence particulière. C'est pour ça que nous avons d'autres personnes sur ce plateau, dont M. Madelin. Il y a un réveil et une sorte en tout cas de volonté de réveil et de faire une réponse commune. Et de ça, je pense qu'on ne peut que se féliciter. C'est-à-dire de se dire on n'agira jamais seul face à la puissance et à la brutalité de l'administration américaine.